Bienvenue dans ce Facebook Live. Je vous avais donc donné rendez-vous ce samedi matin à 9 heures heure de Paris. Je suis donc à Paris encore cette semaine. Je repartirai en circonscription jeudi prochain. Bienvenue donc à tous dans ce Facebook Live. Je vais donc échanger avec vous pendant une heure et je vais commencer par vous exposer les faits marquants, nouveaux, qui se sont produits depuis notre dernier Facebook Live il y a un mois. Alors, vous avez donc dû peut-être les uns et les autres voir le rapport que j'ai rendu pour avis sur le budget de nos postes diplomatiques, le budget à la fois de la partie diplomatique et l'autre partie qui est consulaire. Donc le consulaire, ça vous concerne, ça nous concerne tous. Voilà, donc en gros, ce que j'ai mis en avant, c'est le fait que nos ambassades et nos postes diplomatiques sont en train de se restructurer, font un effort pour rationaliser leurs dépenses, mais le problème qui se passe, c'est que lorsque le ministère des Affaires étrangères discute avec le ministère des Finances pour convenir d'un budget ensemble, il n'y a pas de dialogue véritablement et du coup, le ministère des Affaires étrangères subit les coupes budgétaires qu'on lui demande sans avoir l'opportunité d'expliquer et de justifier de pourquoi il a besoin de tel montant ici, de tant de postes là. Il faut savoir qu'un budget au sein de l'État est composé de deux parties. On regarde d'une part l'enveloppe financière globale que l'on met à la disposition d'un ministère, et d'autre part, on regarde également le nombre de postes équivalents temps plein que dans leur jargon à eux, ils appellent des ETP. Donc, le budget d'un ministère est un équilibre entre la quantité d'argent d'un côté et le nombre d'ETP de l'autre. Donc, sachant qu'un ETP dans un ministère en France, on ne peut pas le couper en deux. Donc, si on trouve qu'on a, par exemple, je l'ai vu ça, quelqu'un de très cher quelque part, eh bien, même si le consul ou le chef de poste demande au ministère la possibilité que ce poste soit coupé en deux avec deux personnes pour faire un travail et qui soit chacune moins chère, donc on couperait l'argent que ça représente en deux, ça n'est pas possible. Donc voilà, vous voyez qu'il manque un petit peu de souplesse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les projets que j'ai pour les mois qui viennent. Alors, la première chose que je voudrais vous annoncer, c'est que le Premier ministre, Édouard Philippe, m'a confié la mission que le président de la République avait annoncée devant l'Assemblée des Français de l'étranger. Cette mission est une mission d'évaluation qui concerne les Français de l'étranger, qui vous concerne. Et il s'agit d'étudier pour les Français de l'étranger trois composantes: la fiscalité, la protection sociale et les affaires consulaires. Et pour chacun de ces sujets, il m'est également demandé d'étudier à chaque fois le retour en France, les obstacles ou les particularités de ce retour en France. Et dans chacun de ces trois thèmes, je dois donc étudier la situation et faire des propositions concrètes pour, l'objectif est vraiment écrit noir sur blanc dans la lettre, faciliter la vie des Français installés à l'étranger. Donc voilà, c'est un travail encourageant qui durera 6 mois, qui est un énorme travail, je ne vous le cache pas, parce que notamment la partie fiscalité est énorme. Et nous reviendrons vers vous, mes équipes vont venir vers vous dans les semaines qui viennent, parce que je vais avoir besoin d'exemples concrets, de cas concrets que vous avez rencontrés, que vous avez expérimentés sur le plan de la fiscalité, sur le plan de la protection sociale. Je parle bien de fiscalité, attention, sur des revenus de source française. Je ne parle pas de la fiscalité dans votre pays de résidence et je ne parle pas non plus de la convention fiscale qui peut exister entre deux pays. Parce qu'alors là, si je commence à m'intéresser aux conventions fiscales, bon, il y a 200 pays inscrits à l'ONU, on n'a pas 200 conventions fiscales, mais ça serait un travail d'une autre dimension. Donc je m'occupe uniquement de la fiscalité sur les revenus qui sont en France, de source française. Voilà, donc ça, c'est un gros sujet et l'État mettra à ma disposition un certain nombre d'inspecteurs des grands corps pour m'aider à mener à bien cette mission. Mais je ne me contente pas de me faire aider par des gens de l'État qui ont forcément tous une vision étatique, administrative des sujets. Donc, avec mes collègues députés français de l'étranger, nous avons choisi de nous entourer de spécialistes venant du secteur privé afin de pouvoir avoir un autre regard, une autre approche et d'autres idées, d'autres perspectives sur ces sujets. Donc, je vous tiendrai au courant. Le décret sera publié officiellement dans 2-3 semaines et la mission devrait s'achever au mois de juin avec des étapes intermédiaires, la première ayant lieu en mars. Voilà.
Le deuxième sujet sur lequel je vais travailler ces semaines à venir, c'est une autre mission qui va aussi durer plusieurs mois. Au sein de l'OPEX, vous savez, cet office dont je suis membre, qui s'appelle Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, c'est une structure qui a 14 députés, 14 sénateurs, et qui fait le lien entre le monde scientifique d'un côté et l'État français, le gouvernement, ses parlementaires de l'autre. En gros, on essaye de mouliner des sujets scientifiques ou technologiques et de les présenter de façon compréhensible au gouvernement et aux parlementaires pour qu'ils puissent prendre ensuite des décisions éclairées. Donc là, je vais travailler sur un sujet dont vous avez tous entendu parler. Récemment, vous avez entendu parler du glyphosate, ce fameux herbicide mis sur le marché depuis 1974 par la société Monsanto. Eh bien, on s'est aperçu ça a été très critiqué, je ne prends pas position, mais on s'est aperçu surtout qu'on peut se poser des questions sur l'intégrité scientifique des différentes agences qui évaluent cette molécule, comme elles en évaluent d'ailleurs bien d'autres. Donc, comme je suis référente au sein de l'OPEX sur l'intégrité et la vérité scientifique, nous sommes une mission de 4 parlementaires, 2 sénateurs, 2 députés, et nous allons donc évaluer, étudier ces différentes agences et essayer de comprendre comment elles fonctionnent, essayer de voir s'il y a lieu, oui ou non, de mettre en doute leurs conclusions. Vous voyez, c'est un sujet sensible, important, j'y tiens beaucoup, je suis une scientifique de formation, et l'intégrité scientifique, la validité scientifique d'un point de vue est extrêmement importante dans le monde très technologique et très scientifique dans lequel nous évoluons. Voilà donc les 2 missions. Alors, pour les questions qui m'ont été posées, j'ai déjà reçu des questions par email. Je voulais d'abord faire un petit point pour ceux d'entre vous qui sont peut-être en Chine. Je sais que j'ai eu des commentaires me disant « Mais vous faites un Facebook Live, nous en Chine, on ne peut pas vous regarder, il n'y a pas Facebook en Chine. » Je le sais, nous sommes actuellement, les équipes et moi-même, sommes en discussion avec une société pour voir comment nous pourrons vous proposer une permanence parlementaire sur ce modèle-là qui serait spécifiquement dédié à la Chine, avec un autre outil qui, lui, sera accessible en Chine. Donc, nous y travaillons, d'une part, donc avec cet échange avec une société privée, et d'autre part, avec un informaticien un peu geek, un peu extraordinaire, qui, lui, travaille avec des modèles qu'on appelle open source, donc des logiciels libres, qui est en train aussi de réfléchir à ce sujet, qui m'a tout de suite dit, c'est très complexe techniquement. Donc voilà, donc je pense à vous, amis chinois, amis résidents en Chine, pardon, pour vous donner la possibilité d'avoir accès à ces permanences. On ne vous laisse absolument pas de côté, mais c'est long. Et croyez-moi que si ça avait pu être plus court, on l'aurait fait. Alors, l'une des questions qui m'a été posée, ça me permet de faire le lien avec la mission dont je vous ai parlé tout à l'heure. On m'a posé des questions sur les difficultés de communication avec le centre des impôts des non-résidents à Noisy-le-Grand. Alors, j'ai eu sa directrice au téléphone. Nous sommes tous députés français de l'étranger en contact avec elle et certains d'entre nous sont même allés visiter ses locaux. Ce que nous avons trouvé est consternant, affolant, inquiétant, et mes mots sont forts et à dessein, et cette personne a profondément besoin d'être aidée. Voilà, la direction des impôts des non-résidents, je vais vous expliquer pourquoi vous n'arrivez jamais à les avoir au téléphone, pourquoi ils ne répondent pas à vos emails, et je vais vous expliquer pourquoi. Cette direction appartient à la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, donc une partie du ministère des Finances. Sauf que le ministère des Finances, pour eux, c'est la 5e roue du carrosse. Ça ne les intéresse pas, les gens qui sont à l'étranger depuis des années. Donc ils ont fait une espèce d'entité, de service un peu à part, dans lequel ils mélangeaient, tenez-vous bien, les impôts des non-résidents et la formation du personnel du ministère. Autant dire, rien à voir. Et puis, et ça veut dire que même dans les budgets, il n'y avait pas une ligne séparée qui identifiait cette direction. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette direction, vous le voyez bien, nous tous, nous avons énormément augmenté, le nombre de Français installés à l'étranger a considérablement grandi depuis 10, 15, 20 ans. Et pendant ce temps-là, cette direction ne se voit pas affecter des postes supplémentaires parce que comme elle est une sous-entité de la direction des finances publiques, qui, elle, a des contraintes budgétaires et se voit contrainte de diminuer son nombre de ETP, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc les postes temps plein, et sa masse salariale, et bien, du coup, elle est victime des coupes budgétaires qui lui imposent des conditions de travail qui sont absolument pas cohérentes avec le développement de son activité. Donc, cette direction des impôts des non-résidents se trouve en sous-effectif depuis longtemps et avec un manque criant de moyens. Alors, le manque criant de moyens, c'est pas seulement des hommes,
c'est aussi que les logiciels informatiques qui sont mis à leur disposition, tenez-vous bien, ne sont pas du tout adaptés. Alors, je vais vous raconter la petite anecdote, je vais raconter ce qui se passe de l'autre côté, que vous voyez pas, et que j'ai découvert, qu'on a tous découvert. Eh bien, c'est que quand vous saisissez votre déclaration de revenus sur Internet, vous savez ce qui se passe de l'autre côté au centre des impôts des non-résidents de Noisy-le-Grand? Eh bien, ils impriment votre papier et ils le remplissent à la main. Ils vont traiter vos impôts à la main. Et quand ils ont fini, ils ressaisissent tout et ils vous envoient un truc que vous n'avez rien vu, vous avez l'impression que tout est fait par Internet avec un logiciel. Pas du tout. Tout, alors pas la totalité, mais une très grande partie des déclarations de revenus sont traitées comme ça manuellement. C'est invraisemblable et ça fait des années qu'ils demandent des outils informatiques adaptés, tout simplement parce que les Français établis hors de France, alors c'est un sujet que je vais étudier, ont tout un tas de particularités fiscales auxquelles ils ne peuvent pas prétendre, qui sont propres à la métropole, auxquelles ils ne peuvent pas prétendre. C'est un sujet sur lequel je travaillerai parce que je pense qu'il y a des choses pour lesquelles on peut se poser des questions de la légitimité. Pourquoi on n'a aucun abattement? Pourquoi on ne peut pas participer à la solidarité nationale en termes d'aide aux associations? Pourquoi on ne peut pas avoir une incitation à investir dans l'économie réelle comme ceux qui sont en métropole? Non, il y a des vrais sujets là. En tout cas, le Centre des impôts des non-résidents n'a ni les hommes, ni les femmes, ni les outils pour travailler efficacement et de façon moderne. Donc, c'est pour ça ils ont un retard de traitement des emails de plus de 6 mois. Autant dire que si vous avez une question urgente à poser, eh ben c'est pas le mail, ça va pas fonctionner. Ils prétendent que si vous envoyez un mail par l'intermédiaire de votre session impôt.gouv.fr, ça irait plus vite. Mais là, franchement, je suis même pas certaine. J'ai des retours de certains d'entre vous qui montrent que même là, la réponse n'est pas immédiate. J'ai pas la solution. J'ai pas de solution à vous proposer pour aller plus vite. Je me pose la question, mais je ne sais pas si ça marche. Est-ce que si vous envoyez une lettre recommandée avec un accusé de réception, est-ce que c'est de nature ou pas à accélérer la réponse? Ça mérite en tout cas d'être essayé. Mais voilà, aujourd'hui, ils ont un simple problème de personnel et d'outils, qui est vraiment tout à fait inquiétant. Donc, on va y travailler. Et l'une des parties de la mission que le Premier ministre nous confie, c'est de dire, ben voilà, vous voulez simplifier et faciliter la vie des Français établis à l'étranger, ben donnez-leur la possibilité de contacter leur centre des impôts et de discuter avec eux. Alors surtout que le centre des impôts nous a expliqué, vous avez tellement de mal à les avoir au téléphone, que le jour où vous les avez enfin au téléphone, vous avez une liste énorme, vous avez accumulé toutes vos questions depuis plusieurs semaines, voire mois, donc vous avez plusieurs points. Du coup, chaque appel téléphonique est toujours beaucoup plus long qu'un appel normal, parce qu'on en profite pour traiter tout un tas de sujets, on se dit, ouh là là, la prochaine fois, je ne sais pas quand elle sera. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le centre des impôts des non-résidents. C'est vraiment un... Alors, il y a quelqu'un qui me dit que ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas, c'est pour Je pense que vous voulez parler des contacts avec le centre des impôts des non-résidents. Alors, pour traiter les erreurs, une question est posée pour traiter les erreurs. Alors, en revanche, en cas d'erreur avec les impôts restent avec leur mode de fonctionnement comme on l'a en métropole, les erreurs sont toujours traitées. Évidemment, tout prend du retard. Exemple là, il y a eu un retard cette année en 2017 pour envoyer les avis d'imposition. Et on m'a prévenu, la directrice du centre des impôts des non-résidents m'a prévenu que certains d'entre vous vont recevoir leur avis d'imposition seulement début 2018. Et il n'y a pas moyen d'anticiper. Donc, une des solutions, moi, ça serait ce que je vous recommanderais de faire, c'est que si au 30 décembre, vous n'avez pas reçu cet avis d'imposition, donc vous ne savez pas combien vous devez payer aux impôts, or vous savez que dans le droit français, l'impôt doit toujours être payé, même si on ne sait pas à combien il s'élève, ça c'est un truc, bon, c'est comme ça. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est au 30 décembre, vous envoyez au centre des impôts de non-résidents de Noisy-le-Grand, il faudra que ce soit un petit peu avant le 30 décembre, encore une fois, une lettre recommandée avec accusé de réception indiquant qu'à la date due, vous n'avez toujours pas reçu votre avis d'imposition et que donc vous ne savez pas combien vous devez payer. Vous avez aussi la solution, si vous avez une petite idée du montant approximatif, vous le payez. Et là, pour ça, il faut... alors, je ne sais pas si votre session Internet le permet, je ne pense pas. Autrefois, on le pouvait en envoyant un chèque au centre des impôts. Donc, vous pouvez payer une somme que vous pensez être la bonne. Elle peut être un peu inférieure, d'ailleurs, de 10%. Et puis, ça sera considéré comme payé. Et ensuite, les impôts régulariseront quand l'avis sera disponible. Donc, voilà, sachez que certains d'entre vous vont rentrer dans ce problème. C'est la directrice, Madame Marcier, qui m'a indiqué ça récemment. Donc, mais les difficultés sont connues, sont identifiées. Et je pense vraiment, je crois, le centre des impôts des non-résidents de Noisy-le-Grand très attentif et très compréhensif dans les difficultés que vous avez à les contacter. Ils en sont complètement conscients, ils sont juste sous l'eau, mais il y a des quantités de burn-out parce que les fonctionnaires aussi qui sont affectés à ce centre
En fait, il faut du temps pour les former parce que nous avons tous un régime fiscal très particulier. Et en général, ils sont tellement épuisés qu'au bout d'un an, ils demandent tous leur mutation. Ils sont obligés de rester un an, mais au bout d'un an, ils demandent à quitter le centre des impôts des non-résidents pour revenir au ministère des Finances parce que c'est trop compliqué, trop épuisant. Donc en plus, constamment, cette direction est obligée de reformer du personnel pour réussir à répondre à toute la demande. Donc c'est un vrai souci. On voit qu'il y a un manque de personnel, un manque de moyens, outils informatiques, et derrière un personnel qui a un turnover très important, ce qui pose beaucoup de problèmes d'adéquation entre le personnel qui va vous répondre au téléphone et la compréhension qu'il a des problèmes. Donc des difficultés, mais on va vraiment, alors là, nous tous, députés français de l'étranger, depuis qu'on a découvert cette situation, on ne veut pas la laisser en l'état et on va soutenir cette direction pour qu'elle puisse se défendre et obtenir du ministère des Finances des moyens supplémentaires et des outils adéquats, qu'on sorte de cette situation inique. Voilà. Donc ça, c'était un premier sujet, les impôts. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, bien entendu, vous pouvez me contacter sur mon email de l'Assemblée nationale, anne.genetet@assemblée-nationale.fr. Et puis, si vous avez, donc je vous rappelle, des cas précis de fiscalité qui étaient soit à votre sens des erreurs, soit des choses que vous considérez comme injustes, vous n'hésitez pas, vous m'en faites pas. Tous ces, en anglais on dirait case studies, je les prends volontiers pour pouvoir alimenter la réflexion sur les impôts. J'ai besoin de comprendre, par exemple, dans un premier temps, je vais faire l'état de toute la fiscalité à laquelle nous sommes soumis à l'étranger, quelles sont ses spécificités dans tous les domaines, hein, tout type de revenus confondus. Donc, tous vos cas précis me seront extrêmement utiles. Un dernier point sur la fiscalité, parce qu'on ne va pas non plus peut-être y consacrer toute cette permanence. Concernant la CSG affectée, imposée aux non-résidents. Donc, je voulais vous dire que, effectivement, vous avez dû le voir sur Internet, à l'Assemblée nationale, j'ai défendu, au nom de tous les députés français de l'étranger, un amendement de suppression de cette CSG pour les Français non-résidents, au titre qu'ils n'ont rien en échange et que ça n'est pas pour nous une contribution, mais de façon déguisée, c'est un impôt, puisque nous n'avons rien en retour, nous ne bénéficions pas d'un système de protection sociale, et vous connaissez peut-être tous la décision de la Cour européenne de justice, d'un côté, et du Conseil d'État de l'autre, qui tous deux critiquent cette CSG et demandent qu'elle soit supprimée. Cette demande de suppression d'amendement de CSG a été refusée par le gouvernement et par la Commission. Il faut savoir que l'ensemble du groupe La République En Marche, à l'exception des députés français de l'étranger, était contre la suppression de cette CSG pour les Français non résidents. Et j'ai bien senti, dans mes échanges avec mes collègues députés, tous ils m'ont semblé en mode, attendez, vous les Français de l'étranger, vous êtes un peu des enfants gâtés, il n'y a pas de raison. Pourquoi vous participeriez pas non plus, vous aussi, à l'effort national de solidarité? Donc j'ai senti qu'il fallait qu'on marche un peu sur des œufs et qu'on soit extrêmement prudent. Donc, c'est pour ça que nous avons poussé pour avoir cette mission du président de la République, pour qui nous permettra de remettre un peu à plat toute cette fiscalité. Voilà, les pistes que j'ai. Nous avons plusieurs pistes. D'abord, nous, de notre côté, nous faisons tous un travail patient, pas à pas, de dialogue avec nos autres collègues parlementaires qui ne sont pas à l'étranger, pour tout doucement leur faire comprendre qui nous sommes, quelles sont nos particularités, en gros, pour un jour avoir leur soutien. Parce que si on n'a pas leur soutien, on n'arrivera à rien. C'est pas nous, 9, 8, La République En Marche plus un modem, qui parviendront, et même UDI, Meir Habib nous soutiendrait également, qui parviendront à tout seul faire approuver ce genre de démarche. Donc, il faut être plusieurs, il faut faire du lobbying. C'est un premier point. Un deuxième point, il faut réfléchir aussi à différentes pistes et voir si d'une façon générale, cette fiscalité, est-ce qu'elle doit être réduite à la seule CSG? Non. Il y a d'autres aspects de la fiscalité, donc il y a plein de choses auxquelles il faut penser et sur l'ensemble de la fiscalité. Donc ça sera l'objet de cette mission. Donc peut-être qu'on se retrouvera au bout du compte. J'ai pas d'a priori, donc je vous lance des idées comme ça. Peut-être que la CSG restera, mais que par ailleurs, il y a d'autres choses qui seront adaptées, modulées, différentes. Donc l'objectif n'est pas de ponctionner les Français de l'étranger, c'est pas du tout ça. L'objectif, c'est de voir comment la fiscalité peut être équitable entre ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont en métropole, et utile à chacun et à l'État français, puisqu'au bout du compte, c'est l'impôt, c'est quand même quelque chose qui permet de faire vivre l'État. Donc la question à nous poser, c'est nous, Français de l'étranger, comment avons-nous envie de participer au fonctionnement de notre État? Ça, c'est important.
Voilà ce que je voulais vous dire sur la CSG. Un petit point maintenant sur le réseau de nos écoles françaises à l'étranger, piloté par l'Agence d'éducation des Français à l'étranger, qui est l'AEFE. Beaucoup de débats sur les réseaux sociaux autour des coupes budgétaires qui ont eu lieu. Alors, je voudrais juste soulever un petit paradoxe. Je jette un pavé dans la mare, volontairement, tout de suite. C'est peut-être un peu paradoxal, vous ne trouvez pas, d'un côté, d'exiger de supprimer la CSG, donc de priver l'État d'une forme de revenu, et puis de l'autre côté, de demander que l'AEFE donne beaucoup, beaucoup plus. J'ai même des gens qui me demandent pourquoi l'école n'est pas gratuite à l'étranger. Vous voyez, il y a un petit peu des incohérences. Je fais exprès de prendre deux cas, deux points de vue un petit peu extrêmes. Donc, il est vrai que l'AEFE, alors le sujet de l'AEFE et des écoles à l'étranger est traité non pas par moi, mais par Samantha Casbonne et par Frédéric Petit, qui ensemble travaillent d'arrache-pied sur ce sujet. Frédéric Petit a été rapporteur sur le budget spécifiquement de l'influence française sous la forme francophonie et nos réseaux des écoles françaises. Donc, tous deux travaillent là-dessus. Donc, je ne suis pas la grande spécialiste. Donc, je ne suis pas capable, c'est pas ma mission d'expliquer, de rentrer dans des détails budgétaires, des chiffres, pourquoi, comment, etc. Juste pour vous dire que l'AEFE doit relever plusieurs défis. D'abord, elle a eu à une époque des réserves de trésorerie importantes qu'elle n'a plus. Elle a beaucoup puisé dans ses réserves de trésorerie tout en laissant s'accumuler des dettes que certains établissements avaient à son égard. Ces dettes de trésorerie s'élèvent à 69 millions d'euros aujourd'hui, qui manquent dans la trésorerie de l'AEFE. C'est pour ça que le ministère des Affaires étrangères, M. Le Drian et M. Jean-Baptiste Lemoyne, ont nommé un diplomate dont la seule mission sera d'aller démarcher les différents pays. Donc sachez que dans notre circonscription, il y a le lycée français de Pékin, pour aller réclamer les sommes qui n'ont pas pu être reversées à l'agence. Alors sachant que ça n'est pas forcément l'établissement qui est mauvais payeur, c'est pas ça. C'est parfois des difficultés administratives de transfert de fonds. Et là, on voit bien qu'il peut y avoir des difficultés, on peut le comprendre, entre la Chine et la France. Donc, des difficultés multiples et notamment administratives. Donc, l'objectif, c'est d'avoir nommé quelqu'un qui puisse aller faire le ménage dans tout ça, comprendre et voir si on peut ou non récupérer et comment ces 69 millions. Ça, c'est un problème de trésorerie. Le budget lui-même de l'agence, qu'on soit bien d'accord, il faut bien comprendre une chose, hein. Il y a une coupe de 33 millions en juillet, et s'il y avait eu un peu de trésorerie d'avance, l'AEFE était capable de faire face à cette coupe budgétaire. Il n'y avait pas la trésorerie. Mais pour 2018, qu'on soit bien d'accord, le budget de l'AEFE, il est le même. Il est même en très légère augmentation par rapport à 2017, je parle de 2017, avant les coupes budgétaires. Et ce budget 2018 est sanctuarisé, restera le même encore en 2019. On dirait, bon, ça peut être plutôt une bonne nouvelle. Il y a un petit mais quand même. Il y a un petit mais, et là, l'agence ne nous a pas répondu. Pardon. Donc, il va falloir les aider à réfléchir à ça. Je dis les aider, mais enfin, peut-être c'est notre rôle de parlementaire. C'est la croissance des effectifs des élèves. Aujourd'hui, environ un peu plus de 300 millions d'élèves sont scolarisés dans ce réseau. Potentiellement, le vivier d'élèves qui pourraient être scolarisés dans ce réseau est plutôt de l'ordre de 550 millions. Des répartitions dans le monde très inégales, entre des pays qui sont très dotés, d'autres beaucoup moins dotés. La répartition des établissements qui sont en gestion directe, directement gérés par Paris, est concentrée beaucoup plus sur certaines zones géographiques, beaucoup moins sur d'autres. Donc une vraie réflexion, Frédéric Petit considère qu'il n'y a pas forcément de réflexion d'ensemble sur la cohérence de ce réseau aujourd'hui, ce qui répond vraiment toujours aux besoins de la population des élèves qu'il faut scolariser. Mais surtout, à un horizon de 10 ans, Frédéric Petit estime que le nombre d'élèves à scolariser sera quelque part entre 450 000, je ne sais pas, je vous ai dit 1000 tout à l'heure, ça peut être 300 000 élèves, 550 000 élèves, et là, dans 10 ans, 450 000 élèves, entre 450 000 et 650 000 élèves. Donc on voit bien que pour absorber cette quantité d'élèves, il va bien falloir que l'AEFE ait des moyens très supérieurs au budget qui lui a été alloué pour 2018. Ou alors qu'elle ait une autre stratégie. Donc voilà, il y a une réflexion à mener. Nous n'avons aucun a priori, sauf le souci de discuter avec l'AEFE pour trouver les meilleures solutions. Je voudrais juste citer une chose, parce qu'il y a aussi des préconçus. Vous savez que dans nos réseaux, il y a différents types de professeurs, d'enseignants. Il y a ceux qui sont
formés par l'éducation nationale et qui viennent comme détachés dans nos pays, qui sont donc résidents. Donc leur salaire, leur protection sociale est prise en charge par l'État français. Nous avons également ce qu'on appelle des expatriés, qui sont souvent, assez souvent des chefs d'établissement, plutôt, mais pas seulement, ça peut être aussi des enseignants. Et puis ensuite, nous avons des enseignants qui sont recrutés localement. Et là, on a deux profils un peu d'enseignants recrutés localement, soit des gens qui étaient en fait issus du système éducation nationale, mais qui se trouvent en expatriation pour avoir suivi un conjoint, qui ont pris une disponibilité vis-à-vis de l'éducation nationale, voire qui en ont démissionné, et qui sont donc avec, je dirais, une formation, un bagage, une compétence française clairement établie. Et puis vous avez un autre profil d'enseignants locaux, localement recrutés, qui sont des gens qui ne sont pas du tout issus de ce cursus. On va en trouver notamment dans les langues. Dans nos pays, ça va être un professeur peut-être de japonais au Japon, de chinois en Chine, ou je sais pas quoi, de Bahasa en Indonésie. Eh bien, ces enseignants-là ne sont pas sortis du sérail éducation nationale, mais sont recrutés comme enseignants. Alors, qu'on soit très clair, même si on apprécie la compétence éducation nationale, pour avoir discuté avec des proviseurs d'établissements de notre réseau, il est très clair que la compétence de l'enseignant, c'est pas uniquement sa formation. On peut avoir un enseignant recruté localement qui n'est pas passé par le sérail éducation nationale et qui est excellent. Il n'y a pas que la France qui fait de bons enseignants quand même, ça se saurait sinon. Donc voilà, il peut y avoir d'excellentes compétences chez un enseignant de droit local, de recruter localement, et il faut simplement peut-être mettre à sa disposition des outils de formation qui lui permettent de comprendre quelles sont nos méthodes, comment nous pratiquons pour que son enseignement soit bien collé et calqué sur nos méthodes et adapté à nos programmes. Voilà, donc ça n'est pas le statut qui fait la qualité de l'enseignant, c'est l'enseignant lui-même. Et ensuite, augmenter des outils que le chef d'établissement peut mettre à sa disposition pour progresser dans ses compétences professionnelles. Donc ça, c'est important. Et je vais rajouter une pique. Je vais mettre aussi un pavé dans la mare. Pardonnez-moi, mais j'aime bien parler franchement. Vous avez quand même dans certains établissements des enseignants qui sont du sérail éducation nationale, qui sont résidents, expatriés, enfin des statuts plutôt assez protégés, qui ont des salaires importants. Je ne parlerai pas de l'écart de salaire, du différentiel de salaire. Je ne crois pas qu'il ait été calculé, mais je pense que ça serait une étude assez intéressante à faire, de voir quel est le différentiel de salaire. On peut se poser la question du pourquoi il y a de tels différentiels de salaire, et est-ce que ça justifie, est-ce que ça serait expliqué par une qualité différentielle vraiment là? Auquel cas, ça serait inquiétant. Je trouverais bizarre que la qualité de l'enseignant, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas imaginer que la qualité d'un enseignant repose sur son salaire. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, il y a une réflexion à mener. Frédéric Petit l'amène, Samantha Casbonne l'amène, mais nous avons choisi d'y aller doucement, de poser des questions, de comprendre. Nous ne sommes absolument pas dans une démarche d'affrontement. Certainement pas. Nous voulons comprendre. Il y a peut-être des raisons historiques, des raisons sociales, des raisons que nous ne mesurons pas, qui expliquent certaines questions que nous pouvons avoir. Donc nous sommes ouverts à la discussion, nous voulons comprendre et nous voulons ensemble faire des propositions pour que notre réseau des écoles françaises reste actif, dynamique, intègre un maximum d'élèves, et ça fait partie de notre réseau des écoles françaises, de ce qu'on appelle le soft power à la française. Aujourd'hui, ce réseau comporte 60% d'étrangers, 40% de Français. Donc les 60% d'étrangers, eh bien, c'est autant de petites graines qu'on sème et de liens que nous allons établir avec un pays tiers et qui nous permettra plus tard, lorsqu'ils seront dans la vie professionnelle, de garder des liens avec la France, d'entretenir des liens, de nous permettre d'aller vers eux, d'avoir des échanges de toute nature. Donc, c'est important, ce réseau, nous tenons à le préserver, nous tenons à ce qu'il existe et nous voulons comprendre pourquoi c'est si difficile en ce moment et comment nous pouvons l'aider. Voilà ce que je voulais dire sur le réseau des écoles françaises. Un petit mot aussi sur un petit événement que j'ai terminé là, qui était le concours photographie. Alors, au mois de septembre, pour la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a lancé une initiative qui était de mettre la rentrée scolaire sous le signe de l'éducation artistique. Et pour 2017, c'était plus particulièrement musical. Je suppose qu'il a en idée que 2018 pourrait être une autre approche artistique que la musique. Je lui fais confiance, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées.
des idées très, très intéressantes. Alors, moi, j'ai appris la nouvelle, M. Blanquer nous l'a communiqué fin juillet. Donc, pour mettre quelque chose en place, c'était assez compliqué de mettre. Lui, il nous donne l'exemple en disant, oui, regardez, la garde républicaine va venir chanter des chansons dans une école maternelle du 19e arrondissement. Ben, moi, la garde républicaine à Jakarta ou à Kyoto ou à Saint-Pétersbourg, c'est quand même assez compliqué. Donc, surtout avec quelques semaines de préavis. Donc, j'ai retourné le sujet. Je me suis dit, ben, je vais lancer un concours photo dont le thème sera la musique et la rentrée scolaire. Donc, il fallait qu'il y ait dans la photographie quelque chose qui évoque à la fois la rentrée et la musique. Et j'ai lancé ce concours dans toutes les écoles du réseau AEFE de notre circonscription. Et le concours s'est terminé et nous avons eu beaucoup de participants. On a eu, et c'était les classes de troisième. J'ai oublié de vous dire, ce n'était pas tous les élèves, c'était les classes de troisième. Et nous avons eu trois. Alors, j'ai oublié de dire d'abord, le jury était composé d'une photographe professionnelle qui s'appelle Florence Noté, d'une professeure de musique, Virginie Durand, en établissement scolaire, et du conseiller culturel de l'ambassade de Jakarta, qui est à la fois quelqu'un qui a un parcours musical, qui a été compositeur, qui a été réalisateur de films, et qui s'appelle Marc Piton. Et ce jury a donc délibéré et a choisi 3 gagnants. Et les gagnants recevront des bons d'achat pour eux. Donc j'ai 2 gagnants à Jakarta. Les premiers et deuxième prix sont à Jakarta. Le troisième est à Moscou. Le jury ne savait pas d'où venaient les photos quand ils ont eu les photos. Donc tout ça est fait de façon très, très neutre, évidemment. Et beaucoup d'établissements ont participé. Donc Moscou, Jakarta, Manille, Tbilissi, Séoul, Shanghai, pour n'en citer que quelques-uns, donc beaucoup de participants. Vous pouvez déjà voir les photos sur la page Facebook. Et ils recevront également, ces gagnants, un ouvrage de photographie de Florence Noté. Et pour ce qui est du gagnant à Moscou, c'est moi qui vais lui remettre son prix, puisque je serai à Moscou les 14 et 15 décembre. Donc je suis ravie de pouvoir remettre ce prix en main propre. Jakarta, c'est probablement Marc Piton, conseiller culturel, qui va remettre le prix aux gagnants de Jakarta. Et chaque participant, se verra remettre une sorte de petit diplôme de participation au concours. Donc c'était vraiment une belle initiative. Alors franchement, le talent et la créativité de ces élèves de troisième, j'en étais sûre. C'est merveilleux. Vraiment, c'est à la fois poétique, technique, inspirant. Vraiment, vous les trouverez sur la page Facebook. Je vais les mettre aussi sur le site internet. Site internet qui sera normalement mis en ligne la semaine prochaine. Tout arrive, vous voyez. Il est quasiment finalisé et ça sera publié la semaine prochaine. Donc bravo à tous. Je suis très fière de ce qu'ils ont réussi. C'était une belle initiative et je me pose la question de reconduire ce concours l'année prochaine parce que je trouve que voilà, faire participer des jeunes et faire travailler leur créativité dans un cadre pas forcément uniquement scolaire, c'est vraiment magnifique. Ça donne de très beaux résultats. Donc ça, c'était le concours photo. J'ai eu des questions également sur un aspect technique qui rejoint l'image, qui est l'accès aux chaînes de télévision françaises. Alors, on m'a posé la question de savoir pourquoi dans certains pays on a accès aux chaînes à TV5 Monde. La question m'était posée par rapport à TV5 Monde et d'autres pas. Pourquoi parfois il faut un VPN et parfois pas? Alors, je n'ai pas de réponse précise. Tout ce que je peux dire, c'est que quand j'ai échangé en commission des affaires étrangères sur le sujet de l'accès aux chaînes françaises, puisqu'il y avait quelqu'un parmi nous qui était chargé plus particulièrement d'étudier le budget de la structure qui s'appelle France Média Monde, qui gère le budget qui permet à la France, aux médias français d'exister dans le monde. Les médias français, c'est aujourd'hui France 24 essentiellement, RFI, Radio France Internationale, pour la partie radio, et ensuite TV5 Monde, c'est un peu à part. Il y a effectivement France Média Monde alimente le budget de TV5 Monde, et TV5 Monde, c'est une association de chaînes francophones dans laquelle on trouve les Belges, les Suisses, les Québécois et les Français. Donc, c'est pas tout à fait une chaîne française. Ce qui a été dit aux commissions des affaires étrangères et ce que je vous rapporte ici, c'est que actuellement, en principe,
l'accès, en tout cas à TV5 Monde, ne peut se faire que sur abonnement via les fournisseurs de câbles ou de satellites, je ne sais pas quoi, que vous avez dans vos pays respectifs. Sinon, il faut prendre effectivement un VPN. Théoriquement, France 24, ça n'est pas le cas. Il peut y avoir des nuances. N'hésitez pas à revenir vers moi pour me donner l'exemple, la situation concrète dans votre pays. Avez-vous ou non France 24? Avez-vous ou non TV5 Monde? Je veux dire, avez-vous gratuitement, librement, sans passer ni par un VPN, ni par un abonnement sur une chaîne câblée? En commission des affaires étrangères, nous avons tous souligné le fait qu'il est tout à fait consternant et inquiétant que les médias français soient accessibles sur abonnement, en payant ou via un VPN, alors que dans le même temps, on a une force de frappe incroyable des Allemands, des Italiens, des Japonais qui ont même une chaîne en anglais. Bien entendu, on connaît tous Al Jazeera qui maintenant diffuse également une chaîne en anglais. Des Russes qui sont également très, très présents. Donc, on a tout un tas de pays qui, eux, font fonctionner à fond leur soft power par l'intermédiaire des médias, et la France est totalement absente de cette bataille. Alors, comme s'il y avait une espèce de, je ne sais pas dire, d'indifférence. Alors, pour avoir discuté avec une administratrice de l'Assemblée nationale, qui, avant d'être en commission des affaires étrangères, se trouvait en commission des affaires culturelles, elle m'a rapporté cette information que je vous livre, sans donner plus de détails. Le budget de France Média Monde est extrêmement mal utilisé et il y a beaucoup de gaspillage. Voilà, maintenant, ce n'est pas moi, donc je vous invite à lire, si vous allez sur le site de l'Assemblée nationale, Commission des affaires étrangères, recherchez le rapport pour avis sur, comment ça s'appelle, sur les médias, sur France Média Monde ou sur la présence culturelle de la France dans le monde ou quelque chose comme ça. Vous allez trouver ce rapport qui donne plus d'explications et je vous encourage vraiment à le lire. Et là aussi, vous savez, il ne faut pas hésiter, vous en tant qu'électeur et citoyen, envoyer des messages au député qui a écrit le rapport avec la même sémantique, un nom, point, prénom, assemblée-nationale.fr, posez vos questions, rapportez-lui les incohérences. Alors, je ne vous dis pas qu'il va vous répondre, mais je sais qu'il aura reçu l'email. Et s'il fait comme moi, il les met tous ensemble. Et puis à un moment, quand j'ai beaucoup d'emails, je finis par aller voir les gens en disant, dites là, il y a peut-être un problème. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Contacter l'État français, on peut toujours, mais je les trouve un petit peu lent à réagir. Mais là, il y a un vrai sujet d'inquiétude parce qu'on est en train de perdre la bataille d'influence média dans le monde, clairement. Donc, alors qu'a priori, il y aurait les moyens de faire mieux, avec les mêmes moyens sans demander plus d'argent. Donc, c'est d'autant plus inquiétant. Voilà ce que je voulais vous dire sur la présence médiatique, la présence de la France dans les médias à l'étranger. Quoi vous dire d'autre sur ce qui a été fait? Alors, un petit point sur, vous avez entendu cette semaine, le fait que les personnes qui s'occupent de l'argent du budget de l'Assemblée nationale ont publié cette semaine la liste des dépenses que les députés sont autorisés à faire ou pas. Donc, j'ai un petit peu vous expliquer ce qu'il en est parce qu'il y a une petite confusion sur Internet ou sur Twitter, je ne sais plus, j'ai eu un échange avec quelqu'un. Alors, comme député, nous avons plein d'enveloppes différentes. Enveloppes qui sont réelles ou virtuelles. Donc, j'ai d'un côté une indemnité, je reçois l'équivalent d'un salaire tous les mois. Ça, c'est pour moi, c'est autre chose. Ensuite, je reçois une enveloppe qu'on appelait autrefois du petit nom abrégé IRFM, indemnité représentative des frais de mandat. Ça, c'est une enveloppe qui me permet en gros de faire quoi? Si je me mets à la place d'un député qui est en France, ça va lui permettre de se louer une permanence. Ça va lui permettre de se louer les équipements dont il a besoin pour cette permanence, donc la ligne de téléphone, l'abonnement à l'eau, à l'électricité. Ça lui permet de financer ses déplacements dans sa circonscription et avec Paris. Ça lui permet de payer les couronnes de fleurs, les inaugurations, les restaurants qu'il peut avoir. Voilà. Tout ce qui est lié au fonctionnement de son mandat peut être pris en charge par cette IRFM. C'est une enveloppe d'environ 5 300 € par mois. C'est aussi ce qui peut nous permettre de prendre en charge le financement des déplacements de nos collaborateurs ou des différents frais, mais pas le salaire de nos collaborateurs. Ça, c'est une troisième enveloppe qui est dédiée au salaire des collaborateurs. Ensuite, nous avons d'autres enveloppes encore. Une enveloppe transport pur. Donc moi, pour ma part, je suis la députée qui a la plus grosse enveloppe parce que j'ai la circonscription qui a le plus grand nombre de kilomètres d'un bout à l'autre. J'ai également une enveloppe, nous avons tous une enveloppe de téléphone.
Donc une grosse, alors je vous dis tout de suite, j'en avais déjà parlé, moi elle est énorme cette enveloppe et j'arriverai jamais à atteindre la totalité de l'enveloppe, parce que j'utilise le téléphone tout à fait différemment et que quand je me déplace, j'attends d'être dans les hôtels, d'avoir internet pour utiliser le téléphone, comme ça minimise les coûts. Et j'ai pas de roaming, data, je télécharge pas des films ou des musiques, que sais-je, en déplacement, d'ailleurs j'en aurais pas trop le temps. Voilà, donc l'enveloppe de téléphone, une enveloppe informatique pour payer notre matériel informatique, qui est sur une enveloppe qui est donnée pour 5 ans, une enveloppe à franchissement pour la poste. Bon voilà, je pense que j'ai à peu près serré toutes les enveloppes. Là, ce qui a été décidé, c'est que cette enveloppe qui s'appelle IRFM, de peu près 5 300 €, elle est versée sur un compte bancaire séparé qui ne doit en aucun cas être mélangé à notre compte personnel. On n'a pas le droit, il faut que ce soit 2 comptes bancaires séparés. Les comptes bancaires sont à notre nom, mais sont bien séparés. Et bien maintenant, il sera obligatoire de conserver tous les reçus des dépenses faites pour pouvoir justifier des dépenses et expliquer à quoi ça correspondait. Bon, je vous dirais que moi, à titre personnel, dans ma propre comptabilité, je conservais déjà mes reçus, donc cette règle n'a rien changé à ma façon de faire, et je conservais les reçus. Seule chose qui est ennuyeuse, et qui pose comme question, c'est la façon dont l'Assemblée nationale nous rembourse un certain nombre de frais. Moi, ce qui me concerne, c'est les transports, les hôtels notamment. Le téléphone, parce que moi, mon téléphone, j'ai donc 2 téléphones, 2 abonnements, et j'envoie mes factures tous les mois en disant, voilà, dans ces factures, voilà ce qu'il faut prendre en charge. Eh bien, l'Assemblée nationale nous fait des remboursements, et sur le relevé de compte, il y a marqué versement trésorier Assemblée nationale, mais j'ai pas de décompte. Donc, je ne sais pas ce qu'ils m'ont remboursé, je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc, je suis tout à fait ouverte à de la transparence, il n'y a aucun problème, j'ai tous mes classeurs de reçus. Enfin, de l'autre côté, moi, je vais comme demander à l'Assemblée qu'elle soit transparente aussi, et qu'elle me dise ce qu'elle nous rembourse. Hier, en reprenant un document, on a réussi à aller récupérer à l'Assemblée un petit papier, on s'est aperçu que, par exemple, pour mes billets d'avion et mes hôtels qui étaient faits à l'étranger, systématiquement, le taux de change qu'ils utilisent n'est pas celui qui est inscrit dans les textes où ils demandent que ce soit le 30 du mois précédent. Donc, ils prenaient le taux du jour de la dépense. Pourquoi pas? Ça me gêne pas, mais c'est juste que c'est pas ce qui était écrit dans le règlement. Et puis, d'autre part, la réalité de la somme, il l'arrondissait très, très en dessous, du genre une centaine d'euros en dessous, quand même. Hein, c'est pas une petite somme. Donc, voilà, c'est surprenant. Donc, je voudrais juste comprendre pourquoi. Donc, la transparence, elle est vraie des 2 côtés. Donc, ce qui a été fait cette semaine, c'est bien, c'est un premier pas. Je pense que l'Assemblée nationale n'est pas encore équipée des outils informatiques et des outils humains, parce qu'il faut quand même du personnel, pour pouvoir vérifier toutes ces notes. Et c'est pour ça que pour le moment, il y aura un tirage au sort d'un certain nombre de députés tous les ans. J'ai compris que c'était 120 députés par an qui seront contrôlés. L'objectif étant que chaque député soit contrôlé au moins une fois dans les 5 ans. Et j'aimerais mieux que le contrôle se fasse le plus tôt possible, parce que j'ose pas imaginer un député qui n'a pas l'habitude de conserver ses notes de frais et à qui on demande dans 3 ans et demi de présenter toutes ses notes. Je lui souhaite bien du courage. Donc, voilà, en tout cas, c'est une bonne chose, c'est très bien que tout ça soit transparent, comme ça se fait en entreprise. Moi, personnellement, ça ne change rien. Je savais faire avant. Voilà, mais je sens bien que l'Assemblée a un petit peu de difficulté à comprendre que c'est une bonne décision, mais qu'elle nécessite, encore une fois, des moyens en personnel et en matériel. On en revient au problème du centre des impôts des non-résidents, et que sans ces moyens, eh bien, ça restera un vœu pieux et qu'on sera incapable de mettre en œuvre. Donc ça, c'était important. Dans les questions qui m'avaient été posées sur le travail que nous mettons en place, donc il faut savoir une chose, c'est que j'ai eu des échanges cette semaine avec d'anciens députés qui sont des gens qui sont en réélection, qui ont déjà fait 1, voire 2 mandats. La quantité de travail qu'on nous demande actuellement est juste démentielle. Bon, j'ai remarqué, mais je pensais que c'était normal, que c'était toujours comme ça pour un député. Eh bien non. Il nous a été dit que donc ces députés expérimentés nous ont dit que jamais eux n'avaient travaillé comme il nous est demandé là de travailler. Donc le rythme des projets de loi est intense. On n'a pas un seul moment pour avoir le temps de prendre du recul, le temps de réfléchir. Résultat, pour ce qui me concerne, je reçois tous les jours des informations avec de nouveaux projets de loi, de nouvelles explications, parce qu'on nous envoie le projet de loi et des explications à côté pour le comprendre, pour comprendre ce qu'il apporte et ce qu'il a de différent. Je n'ai pas le temps. Je n'ai juste pas le temps de tout lire, donc c'est un peu frustrant pour moi, mais on nous a demandé de faire des choix, de nous concentrer sur certains sujets. Il y a un tel rythme
de textes qui nous sont soumis, on n'arrive pas à tout mesurer, à tout prendre. Donc ce rythme est intense et avec humour, l'un des députés réélus, qui a déjà 2 mandats derrière lui, nous disait: «Oh, c'est bien gentil, notre président il dort jamais, mais il faudrait qu'il comprenne que les députés, eux, ils dorment.» Donc voilà, c'était dit avec humour, mais voilà, le rythme est vraiment très très intense et surtout on nous demande, et nous avons tous à cœur de le faire, d'avoir un travail derrière de contrôle du fonctionnement du gouvernement, et ça demande beaucoup de travail. On n'est pas juste là pour lever la main en hémicycle et dire oui ou non à un amendement ou un article de loi. On est là aussi pour derrière contrôler sa mise en œuvre. Et ça demande beaucoup de temps. Et j'avoue que les relations avec nos administrations, euh, ça a été ma question quand j'avais fait un bilan. J'étais à une réunion cette semaine qui me demandait de faire un bilan des 6 mois de mandat. La question que j'ai posée, c'est: est-ce que vous pouvez m'expliquer de quelle façon, moi, député, je peux interagir avec les hauts fonctionnaires et peut-être les encourager à modifier certains points de leur fonctionnement, comme la loi me demande, la Constitution, pardon, me demande de le faire. J'ai pas eu de réponse encore, ma demande a été notée, mais c'est un vrai sujet, parce que je l'ai déjà dit, on a changé de président, on a changé de gouvernement, on a changé une bonne couche de parlementaires. Seulement voilà, la France, elle est dirigée par la couche qui est juste la suivante, qui sont les hauts fonctionnaires. Et ceux-là, moi, le sentiment que j'ai eu jusqu'à présent, des gens très compétents, très investis, très occupés, et du coup, quand on leur demande de changer des choses, ouh là là, après tout, on ne change pas une équipe qui, pour eux, gagne, enfin, qui ça a l'air de fonctionner, donc ça a l'air difficile de les inciter à bouger les choses. Donc voilà, ma question, c'est comment moi, parlementaire, je peux faire en sorte qu'ils bougent, qu'ils changent leurs habitudes. C'est pas gagné. Je vous tiendrai au courant parce que sur les affaires consulaires, il y a quand même des choses à faire et des améliorations à apporter, vous en conviendrez, vous utilisez le réseau tous les jours, c'est important. Ça me permet de répondre à une question qui m'a été posée sur l'accessibilité de nos consulats. Vous avez tous noté, partout où vous habitez dans tous les pays, que nos consulats maintenant sont accessibles sur rendez-vous uniquement pris en ligne. Il peut exister parfois ponctuellement des consulats où on peut se présenter comme ça, mais ce mode de contact va disparaître. Et ça, c'est lié au coût budgétaire, à la rationalisation de l'utilisation du réseau. Il a été demandé, c'est une demande centrale, compte tenu de la baisse des effectifs, ils n'ont pas d'autre choix. Pour pouvoir répondre à toutes les demandes qu'ils reçoivent par email et par téléphone, ils sont obligés d'imposer la prise de rendez-vous par téléphone. On ne peut plus se présenter comme ça à l'improviste à l'ambassade ou au consulat. Ça ne marche pas. Et c'est partout pareil dans le monde, ou partout amené à le devenir dans le monde. On peut le regretter, mais aujourd'hui, en l'état des dotations, en personnel et en moyens, il n'y a absolument aucune autre solution. Voilà, donc ça, je voulais le souligner parce que ça m'a été relevé. Maintenant, dans mon rapport, j'ai quand même noté des différences de quantité de personnel présent sur place rapporté à la population française sur place. Je trouve qu'il y a des postes qui sont très très dotés et d'autres insuffisamment dotés. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais pour vous donner une idée aussi de ce que doivent faire les consulats, je discutais récemment avec la consule de Minsk en Biélorussie où j'étais la semaine dernière, pour vous dire qu'il y a des personnes qui vont trouver une information sur le site internet du consulat. Par exemple, l'information leur dit: pour faire refaire un passeport, il faut apporter une photographie d'identité qui a telle et telle et telle caractéristique. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens qui, en fait, vont décrocher leur téléphone pour demander confirmation de ce qu'ils ont lu sur le site internet. Alors évidemment, ça prend du temps. Ça prend du temps de répondre à toutes ces demandes et on ne peut pas se permettre de les envoyer bouler en disant: écoutez, c'était inscrit sur le site, débrouillez-vous. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà, tout ça, ça prend du temps. Et voilà, peut-être trouver une façon d'exprimer l'information sur Internet pour que les gens aient confiance dans cette information dès qu'ils la lisent et ne soient pas tentés de dire: ah ben, je vais aller vérifier. Hein, voilà. Parce que sinon, si il faut qu'on vérifie par un coup de fil ou un email toutes les informations sur le site, effectivement, nos consulats n'ont pas fini de travailler. Un point aussi, une question qui m'a été plusieurs fois posée. Certains d'entre vous le savent, donc je suis de formation, je suis médecin, et très attentive, ayant été donc étant moi-même depuis très longtemps à l'étranger.
très soucieuse du contact qu'on peut avoir avec le monde médical lorsque nous sommes dans un pays étranger, et qui plus est, quand nous ne parlons pas la langue de ce pays, qu'il nous arrive à nous ou à nos proches, nos enfants, un problème de santé, interagir avec un système de santé que nous ne connaissons pas, dont nous ne connaissons pas la langue, est extrêmement anxiogène. Même si ce système est excellent, même si on maîtrise un peu la langue, je donne toujours l'exemple du docteur Knock, exprimé dans une langue qui n'est pas la nôtre, ça me chatouille ou ça me gratouille, la nuance peut être importante pour un diagnostic, c'est pas simple du tout. Donc j'ai toujours été sensible à ça, c'est pour ça que moi, lorsque j'étais résidente à Singapour, sans être députée, jusqu'à l'année dernière, jusqu'à début de l'année 2010, jusqu'à juin 2017, j'ai été amenée très souvent à interagir avec des personnes qui me posaient des questions de santé. J'avais donc créé un blog santé et je voudrais trouver des solutions pour aider nos concitoyens de langue française à trouver des réponses à des questions sans faire de diagnostic. Il ne s'agit pas de faire du diagnostic médical. Et donc, nous avons mis en place des groupes d'expertise qu'on appelle PIC, partage d'initiatives et de connaissances. Et donc, dans ce programme, l'idée, c'est de faire travailler ensemble des médecins français qui se retrouvent dans différents pays et de les faire réfléchir ensemble à quelle structure on peut. D'abord, les faire réfléchir, je leur ai demandé de réfléchir à comment peut-on exercer sa formation de médecin en étant à l'étranger. Est-ce que c'est possible ou pas? Comment faut-il s'y préparer si on part de France? Avons-nous des choses particulières à faire avant de partir? Ensuite, pour répondre aux demandes de nos concitoyens, peut-on imaginer une plateforme, un outil qui permette de communiquer avec nos concitoyens sans donner de diagnostic? Et ça, je tiens à le préciser parce qu'on ne va pas se substituer aux médecins. Il y aura d'abord des problèmes d'assurance, mais vous savez, parfois, on peut reformuler une situation, réexpliquer quelque chose et d'un seul coup, faire descendre la pression. Parfois, vous pouvez avoir reçu une information d'un médecin, ou parfois c'est 2, 3, 4, vous sortez de chez lui, oh là là, j'ai rien compris, et puis vous n'avez pas eu le temps de poser vos questions, ou alors même parfois, c'est 10 minutes après de sortir, vous dites « Oh, j'ai oublié de lui demander, j'aurais dû demander ci ou ça ». Et puis le médecin est plus sous la main. Et là, l'idée, c'est de faire parler les gens. Quelle information ont-ils reçue? En les faisant parler, on peut reformuler et les aider à comprendre le message qui leur a été donné. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le diagnostic et du coup, la pression tombe. Et parfois, ils se posent des questions sur bon, là, j'ai eu un avis, est-ce que je dois aller prendre un deuxième avis ou pas? Et où vais-je le prendre? Est-ce que je le prends localement dans mon pays de résidence? Est-ce que je vais en France pour en prendre un deuxième? Toutes ces questions simples, vous voyez qu'on n'est pas dans le diagnostic, on est vraiment dans le soutien. Et donc, il y a un groupe qui réfléchit à voir comment on peut monter une forme d'agora numérique autour du thème de la santé pour rendre service. Donc, ce projet avance. Si vous souhaitez le rejoindre, si vous-même vous êtes médecin ou d'une profession médicale et vous souhaitez rejoindre ce groupe de réflexion, vous n'hésitez pas à vous contacter ma collaboratrice qui s'appelle Stéphanie et vous lui écrivez à stéphanie@annegenetet, en un seul mot, ni point ni tiret, .fr. Et Stéphanie vous dira comment rejoindre un groupe et ce que vous pouvez faire avec ce groupe. Sur le même thème, sur le même principe, nous avons également monté un programme PIC Flamme. Le programme Flamme, c'est un programme lancé par l'État français pour le français langue maternelle. Vous savez, ce sont ces enfants qui sont de langue française maternelle, pardon, mais qui sont peut-être scolarisés dans une école locale, d'une autre langue, dans leur pays de résidence. Et les parents ont le souci de développer une bonne compréhension et manipulation de la langue française. Et donc, notre réseau AEFE a mis en place ce label Flamme, et à chaque fois, ce sont des parents qui montent une association Flamme. Et pour avoir le label, il y a un certain nombre de critères auxquels il faut répondre. Et ils peuvent après embaucher des professeurs et qui vont donner des cours de français pour qu'ils soient lus, écrits, compris, parlés par nos enfants de langue maternelle française alors qu'ils sont dans une autre école. Donc ces programmes Flamme, il y a plusieurs membres qui sont pour le moment à Melbourne en Australie, à Singapour, à Shanghai, à Bangalore. Tout ça, c'est à chaque fois des parents qui en fait avaient une expertise déjà sur ce sujet. Ils avaient réussi à monter un programme Flamme. Et donc, ce que je leur ai demandé, c'est, écoutez, est-ce que vous pouvez faire un petit document qui explique à d'autres comment on monte ce programme, comment on peut le mettre en place, et puis ensuite qu'ils puissent entre eux se passer des astuces, des outils. Tiens, j'ai trouvé telle méthode,
Je trouve ça très intéressant. L'idée, c'est vraiment juste de mettre en commun des parents qui ont déjà une connaissance du sujet et qui puissent entre eux proposer des outils qui permettent à d'autres après de monter des associations. Donc moi, je ne prends pas parti, j'ai pas de compétences, hein. Je fais juste le lien entre des personnes parce que j'avais rencontré une personne sur mon parcours qui était très compétente, qui avait monté une super association Flamme. Et simplement, elle me disait, mais c'est quand même dommage, on n'a pas de formation, on ne sait pas toujours comment monter l'association, on peut rencontrer des obstacles. Donc, elle avait l'énergie, la volonté de la mettre en place, mais ça n'a pas été facile. Donc, l'idée, c'est que on puisse faciliter la vie de toute personne qui souhaiterait monter ce programme. Mais on n'est pas là pour le remettre en question, pour le juger, pour dire que c'est bien, c'est mal, c'est pas du tout ça, hein. Nous, c'est comment on peut vous aider à en faire d'autres, en faire plus fréquemment. Voilà, c'est vraiment mettre en commun des expertises sur le sujet du français langue maternelle, qui est un élément fort, sachant qu'il y a beaucoup de petits Français qui ne sont pas scolarisés dans une école des écoles françaises. Donc il faut aussi qu'ils puissent utiliser notre langue convenablement. Voilà ce que je voulais vous dire pour le programme Flamme. J'en viens maintenant à la fin de cette session de ce Facebook Live. Un dernier point technique de communication entre nous, c'est au mois de février 2018 prochain que je vais lancer la plateforme numérique, l'Agora numérique. Ça sera donc une application mobile que vous pourrez mettre sur vos téléphones mobiles pour communiquer entre nous. Et l'application permettra d'être géolocalisé, c'est-à-dire que si vous êtes à Moscou et que vous avez l'application et que vous voyagez ailleurs dans la 11e circonscription, l'application vous géolocalisera si vous le souhaitez, si vous avez paramétré votre téléphone en ce sens, et ça vous permettra de recevoir des informations sur l'endroit où vous vous trouvez, sur le plan des informations de quelle nature, eh bien notre ambassade, notre consulat, les téléphones importants, les contacts des associations sur place. Donc là, je vous invite, si vous faites partie du monde associatif, à me contacter si vous souhaitez figurer. On vous expliquera sur quels critères on peut vous mettre sur cette plateforme. Voilà, donc ça c'est important et moi ça me permettra de vous envoyer des questions pour que vous puissiez répondre. Je pourrais lancer des sondages, des idées. Donc ce sera vraiment une plateforme d'échange qui s'appellera Tel my député. Sachez que mon collègue Roland Lescure lance ces jours-ci le même principe, ça s'appelle autrement, ça s'appelle Fluicity, mais il lance la même application. Je vous invite à aller regarder aussi comment ça se passe avec Roland Lescure. Donc, vous voyez encore un moyen d'échanger. Comme toujours, une newsletter que vous allez recevoir là dans quelques dizaines de jours à peu près, une prochaine newsletter dans laquelle je vous inviterai à participer. Je vais lancer, alors ça ne sera pas dans cette newsletter, mais je vais vous expliquer dans la newsletter ce que je vais lancer. Je vais lancer un questionnaire sur la représentation des Français à l'étranger, vos conseillers consulaires, l'Assemblée des Français de l'étranger. Bon, vous êtes un peu vous avez l'information avant l'heure, mais voilà, je vais vous poser des questions pour savoir ce que vous en connaissez, les points forts, les points faibles, les suggestions que vous avez par rapport à ça. C'est pour la mission que je vais faire, j'ai besoin de vos retours. Cette mission que m'a confiée le Premier ministre, j'ai besoin de vos avis. Donc je vous attends et je compte sur vous pour m'envoyer des questions sur les affaires consulaires et la représentation des Français de l'étranger. J'ai une question qui m'est posée, tel mes députés, pourquoi en anglais? Très bonne question. J'ai essayé de tout. Vous voyez, l'autre, Roland Lescure, ça s'appelle Fluicity. J'ai essayé de discuter avec la société. En fait, ces sociétés qui sont françaises, hein, l'une comme l'autre, veulent vendre leurs produits. En fait, elles le vendent partout dans le monde, leur application. Fluicity, son application est utilisée en Australie, par exemple. Et en fait, le principe, il vous crée une application. Quand vous avez Facebook, Facebook, c'est bien en anglais. Et on l'utilise quand même tous les jours en France. Vous voyez? Donc, on a ce problème-là. C'est une application qui va être utilisé dans le monde entier. Il faut trouver un mot qui passe à peu près partout. Et là, ils ont mis un peu d'anglais, un peu de français. C'est tel my député, parce que ce sera et à la fin, donc non pas tel my député, parce que député, ça ne veut pas dire député en anglais. Donc, voilà, donc c'est ça qui m'a été répondu. J'ai tout de suite souligné le problème en disant j'aimerais bien un mot plus français. Mais voilà la réponse qui m'a été faite. Et je dois dire que quand on a Skype, quand on a Facebook, quand on a voilà, à chaque fois, ils essayent de trouver un mot qui passe un peu dans toutes les langues. Voilà, donc la raison pour laquelle ce sera en anglais.
Donc voilà pour ce Facebook Live. Maintenant, je vous donne rendez-vous. Vous savez que ce Facebook Live a lieu tous les premiers samedis du mois, à l'exception du mois de janvier. Le mois de janvier, le premier samedi du mois tombe le 7 janvier, si je ne m'abuse. Et là, l'Assemblée nationale est en vacances. Elle aura été en vacances depuis le 22 décembre. Il ne se sera rien passé. Et moi, pour ma part, d'ici là, je serai à Moscou les 12, 13, 14 et 15 décembre. Je serai ensuite en Chine les 17, 18, 19, 20, 21 et 22 décembre. 21 décembre, pardon, je rentre à Paris le 22 décembre. Voilà, donc, et à Singapour la semaine prochaine. Donc, j'aurai l'occasion de vous raconter mes voyages. Vous pouvez déjà trouver les comptes rendus de mes voyages en Inde et tout prochainement en Biélorussie, qui vont être publiés sur le site internet et sur Facebook. Une petite histoire, il y a une rubrique que je vais lancer qui s'appelle Portrait de Circo. Et là, je vais vous présenter dans une dizaine de jours un portrait extraordinaire que je vous encourage à découvrir, fantastique. Une femme qui est la doyenne des Français de Minsk en Biélorussie. C'est un parcours, mais inouï, une histoire touchante, mais on peut en faire un film. Donc voilà, je vais vous raconter cette histoire dans une dizaine de jours. Restez branchés, restons connectés et vous serez très étonnés, je pense probablement comme moi, très très touchés. La France a aussi de belles histoires à raconter. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Merci à tous de votre présence. Si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu pour le moment, n'hésitez pas, envoyez-moi un email. Je suis pas sûre d'avoir répondu à toutes les questions parce que j'en avais reçu pas mal aussi avant le live. Mais voilà, n'hésitez pas, contactez-moi et j'essaierai de répondre à un maximum de questions par écrit. Et comme toujours, si je ne vous réponds pas dans les 48 heures, vous me relancez. Merci à tous et je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.